Et on va démarrer donc par la vidéo de présentation du projet Mérimée. Et ensuite, Stéphane pourra, pendant une douzaine de minutes, nous présenter des éléments complémentaires à cette vidéo. La superficie totale de la récolte du riz sur le delta du Mékong est aujourd'hui estimée à 3,8 millions d'hectares par an. C'est l'équivalent de 9,5 fois la surface récoltée en Europe. Surnommée le bol de riz du Vietnam, cette région est vitale pour la sécurité alimentaire du pays, mais elle est également une source importante de production de méthane. En effet, la riziculture, via la décomposition de la matière organique dans un sol inondé, en est une forte émettrice. À l'échelle mondiale, le méthane émis par les rizières représente environ 1,3% de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Pour le Vietnam, réduire ses émissions est donc un levier stratégique. En 2021, le pays a signé le Global Methane Pledge visant à réduire les émissions mondiales de méthane de 30% par rapport au niveau de 2020 dans tous les secteurs d'ici 2030. La pratique de drainage intermittent, déjà initiée sur le territoire, permet de réduire les émissions de méthane de près de 50% tout en diminuant de 30% la quantité d'eau utilisée, et cela sans nuire au rendement du riz. Cependant, elle reste peu répandue dans certaines régions en comparaison avec l'irrigation continue traditionnelle. Pour généraliser cette pratique, les organisations qui ont autorité ont besoin de cartes dynamiques de l'état d'irrigation des rizières afin de mieux cibler les efforts d'incitation et les investissements dans les infrastructures. Le projet Mérimée, lancé par Globeo en association avec le CESBio, le CNES et le VNSC, répond à cette problématique en mettant à disposition des décideurs vietnamiens des cartes de pratique d'irrigation et d'émissions de méthane. La solution s'appuie sur les données des satellites Sentinel-1 de l'agence spatiale européenne ESA, ALOS de l'agence spatiale japonaise JAXA et SAOCOM de l'agence spatiale argentine CONAE. Ces satellites radars sont en effet capables de fournir des données en présence des nuages, omniprésents toute l'année sur la région, et de détecter la présence du riz, son stade de croissance, ainsi que la présence ou non d'eau sous les plantes. Le projet croise ces données avec des données in situ, fournies par des équipes vietnamiennes sur place, ainsi qu'une vingtaine de capteurs automatiques de niveau d'eau installés dans les champs. Les résultats consolidés sont ensuite gratuitement accessibles aux décideurs et aux acteurs locaux sous forme de cartes dynamiques sur la plateforme vietsco.org. Mérimée vient ainsi enrichir cette plateforme qui héberge déjà des outils issus des projets Vimesco Rice et Viet Arrow. En plus des satellites Sentinel-1 et ALOS 4, l'arrivée des satellites NISAR en 2026 et ROSE-L en 2028 permettra d'accéder à un nombre démultiplié de données. Les algorithmes qui sont développés dans le cadre du projet Mérimée pourront alors être exploités pour la mise en œuvre d'un outil pleinement opérationnel dont l'utilisation pourra être élargie à des territoires similaires. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette vidéo que je trouve très pertinente. Et que je résume en quelques phrases, on est donc au Vietnam, dans le delta du Mékong, qui est une région cruciale pour la production de riz. Traditionnellement, au Vietnam, on cultive le riz par irrigation continue. On a aussi l'irrigation alternée qui permet de réduire les émissions de méthane, de réduire les besoins en eau et de conserver les niveaux de rendement. Justement, le Vietnam s'est engagé dans des initiatives internationales comme le Global Methane Pledge et veut promouvoir l'irrigation alternée dans sa satellite. C'est un bon moyen de vérifier les gains de méthane liés à ces pratiques d'irrigation alternée. Et c'est pour ça que dans le projet Mérimée, on veut produire des cartes de l'état d'irrigation des rizières. Alors, les données spatiales du projet. On utilise des données satellites radar. On utilise des données satellites radar en bande C, d'abord, issues des satellites Sentinel-1 pour faire les cartes de riz et les cartes de stade phénologique du riz. On y a accès via Géode, qui est le nouveau PEPS. Et on a les données tous les 6 à 12 jours. Et on utilise aussi des données satellites radar en bande L, avec une plus longue longueur d'onde pour le suivi du régime d'irrigation des rizières. Donc ces plus longues longueurs d'onde, elles vont pouvoir pénétrer le couvert de riz, aller jusqu'au pied des plants de riz et donc voir s'il y a de l'eau ou pas. C'est bien pour ça
quand on utilise des données radar, en plus d'être presque insensibles aux nuages. Mais ces données en bande L, elles sont commerciales jusqu'à aujourd'hui, avec un accès gratuit via des projets de collaboration. On a eu accès aux données ALOS 2 de la JAXA, l'Agence spatiale japonaise, grâce au projet CH4ICE de Asia Rice. Asia Rice, c'est une initiative sur le suivi du riz en Asie, et c'est une composante de GeoGLAM pour la surveillance agricole mondiale du géo. Et on a eu aussi des données SAOCOM de la CONAE, l'Agence spatiale argentine. On a eu 45 nouvelles acquisitions en accès libre grâce au programme ESA-CONAE. C'est une initiative qu'on appelle PUMA, à laquelle on a répondu. Et c'est un genre d'appel d'offres auquel on a répondu et on a eu ces nouvelles acquisitions. Planche suivante, s'il te plaît. Alors, en ce qui concerne le développement des méthodes de détection d'inondation des rizières, on a besoin de connaissances sur ce qu'on appelle les mécanismes de rétrodiffusion radar et des stats phénologiques du riz. Alors, en fait, on utilise des images radar en bande L pleinement polarimétriques, c'est-à-dire qu'on exploite l'intensité et la phase du signal radar, ce qui nous permet d'identifier les mécanismes de rétrodiffusion pour discriminer si les champs sont inondés ou non. Donc, les mécanismes de rétrodiffusion, c'est ce que vous voyez à droite. Par exemple, la rétrodiffusion de surface qui interagit avec le haut des plans, le double rebond, c'est-à-dire entre l'eau et les plans de riz ou entre les plans de riz et l'eau, etc. Mais ces mécanismes de rétrodiffusion, ils dépendent du stade de croissance des plantes. On a besoin de le connaître. Par exemple, en bande L, quand le couvert de riz n'est pas très dense, on a un double rebond qui est important lorsque le champ de riz est inondé et qui est beaucoup moins important quand il ne l'est pas. Donc c'est grâce à ce genre d'indicateurs qui est relié à la physique qu'on peut justement déduire l'état d'inondation des rizières. Donc notre algorithme il doit considérer les paramètres polarimétriques et le stade de croissance des plantes. Planche suivante. On a donc nos données radar, satellite, polarimétriques, et on a aussi des données in situ. On a des champs qui sont observés à chaque passage des satellites, et à chaque fois, on observe s'il y a la présence ou non du riz. On observe les stades phénologiques du riz et l'état d'irrigation des rizières. Et en plus, on a des mesures automatiques du niveau d'eau. Et tout ceci pour produire les données cartographiques qui seront mises sur la plateforme vietsco.org, les cartes dynamiques des rizières, les cartes de stade phénologique et les cartes d'état d'irrigation des rizières. Planche suivante. Alors là, je vais m'attarder un tout petit peu plus sur les données in situ. On a 918 champs qui sont visités à 11 dates entre novembre 2023 et mars 2025 sur les provinces d'Ingyang dans le nord du delta du Mékong et Baeklieu dans le sud du delta du Mékong. Et on a aussi 30 capteurs de niveau d'eau et de méthane. Alors vous voyez ces capteurs sur la petite photo juste à droite, en bas, vous voyez deux capteurs. Le petit à gauche, c'est le capteur de niveau d'eau qui nous donne la courbe verte sur, voilà, merci, qui nous donne la courbe verte sur l'image de gauche. On a l'évolution du niveau d'eau dans le temps, merci. Et on a le plus gros capteur, qui est un capteur d'émission de méthane en continu et qui, lui, en fait, va nous permettre d'utiliser des vraies mesures de méthane plutôt que des facteurs d'émission fournis par le GIEC qui se reposent sur quelques mesures mesurées à l'échelle mondiale. Donc là, je précise que ces données in situ, elles sont cruciales. Elles sont mesurées par nos collègues vietnamiens. Ça coûte cher en temps, en argent. Et voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on a nos données satellites et nos données in situ. On pré-traite nos données satellites comme il faut. On en extrait les indicateurs pertinents, donc les indicateurs classiques d'intensité que les gens utilisent généralement, et aussi nos indicateurs polarimétriques dont je parlais pour obtenir les mécanismes de diffusion, double rebond, volume, etc. On utilise deux décompositions classiques, Freeman-Durden et HA-alpha. Voilà, bien sûr, je ne rentre pas dans les détails. Et avec tout ça, on peut effectuer nos analyses pour chaque stade phénologique pour séparer les champs inondés et les champs secs. Planche suivante, s'il vous plaît. Alors, vous voyez un exemple d'analyse sur la droite. En abscisse, vous avez les différents stades phénologiques des rizières et en ordonnée, vous avez les paramètres polarimétriques que l'on utilise. En orange, vous avez les champs secs et en bleu, les champs inondés grâce à nos données in situ. Et en fait, on s'aperçoit assez vite qu'on n'a pas de paramètre unique qui permet de distinguer efficacement les rizières inondées des rizières non inondées à tous les stades phénologiques du riz. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une méthode d'apprentissage machine, Random Forest,
qui a été implémenté avec les 918 champs disponibles, avec une répartition en calval de 70-30%, et avec nos champs de riz de validation, on a obtenu une précision globale de 76%. Et d'ailleurs, on avait, pour ceux que ça intéresse, une précision producteur et une précision utilisateur, toutes les deux comprises aussi entre 76 et 77%, donc assez équilibré. Donc, pour conclure sur cette méthode, on a notre méthode de détection de l'état d'irrigation des rizières, on a nos données satellites polarimétriques temporelles sur une saison de riz. On va appliquer cette méthode sur chaque image dans le temps. Donc, on va pouvoir suivre l'état d'irrigation des rizières dans le temps pour une saison donnée et on va ainsi classifier les champs qui sont toujours inondés des champs qui sont en irrigation alternée. Slide suivante. Et vous voyez les derniers résultats obtenus qui se rapprochent des résultats finaux du projet Mérimée, hein, qui se base sur toutes les données qu'on a pu récolter tout au long du projet. Vous avez à gauche la carte d'état d'irrigation des rizières en début 2025 pour la saison début 2025. On a en bleu les champs inondés en continu et en jaune les champs qu'on appelle AWD, en irrigation alternée. On a des résultats complètement logiques. Par exemple, vous voyez qu'on a une majorité de champs en irrigation alternée dans la province d'Anyang, dans le nord du delta du Mékong. Et c'est vrai, effectivement, cette province-là s'est mise à la méthode AWD il y a quelques années déjà. Et par contre, à Bac-Lieu, dans le sud du delta du Mékong, vous voyez beaucoup de bleu. Et effectivement, c'est vrai, dans cette région, on a beaucoup de champs inondés en continu. Et c'est là où on peut vraiment avoir un levier pour tenter de réduire les émissions de méthane. Vous voyez qu'on a calculé, grâce à nos mesures de méthane in situ, les émissions de méthane associées. Avec la situation actuelle à gauche, pour ce qu'on a cartographié, on a estimé à 182 gigagrammes de méthane les émissions. Et si on passait complètement à WD, en irrigation alternée complète, on aurait 145 gigagrammes d'émissions. Donc on gagnerait presque 38 gigagrammes d'émissions de méthane. Slide suivante. Alors, un petit mot sur le workshop Mérimée qui s'est passé à Tra Vinh au Vietnam en mi-janvier 2025, dans le cadre duquel on a présenté les méthodes et puis les premiers résultats qu'on avait il y a 6 mois. On a eu des retours utilisateurs précieux. Ils y ont vu le potentiel pour des résultats pour tout ce qui est MRV, c'est-à-dire tout ce qui est reporting et validation dans le cadre des méthodes de crédit carbone pour la réduction des émissions de méthane. Et les modalités pour y parvenir sont encore à définir. Et on a vu que les besoins en suivi risicole diffèrent suivant l'objectif des utilisateurs. Ça dépend un peu de l'échelle finalement. Donc, nos produits cartographiques en accès libre sur viesco.org seront bien pertinents à l'échelle du delta du Mékong et du Vietnam pour le MRV. À l'échelle un peu plus fine, au niveau de la commune, des communes ou des districts, pour des besoins spécifiques, on pourra affiner les méthodes et il y a un potentiel pour en faire un service dédié. L'utilisation de la plateforme vietsco.org y paraît adaptée, mais les partenaires vietnamiens ont souligné un besoin de cours de formation et un besoin de tester cette plateforme par les utilisateurs. Planche suivante. Où est-ce qu'on en est dans le projet? On en est à la phase d'intégration de la solution. On est en train de consolider les méthodes pour améliorer encore les résultats. On est aussi en train de finaliser la plateforme et justement de faire le transfert de nos données, de nos cartes quasi finales sur la plateforme vietsco.org. On prévoit une formation utilisateur au Vietnam en novembre, enfin à la fin de l'année, probablement en novembre 2025. Et bien sûr, on assurera les livrables auxquels on s'est engagé auprès du SCO. Planche suivante. Alors la dernière planche, les liens et les connexions avec les autres projets SCO. On a le projet EO4WD qui vient d'être accepté dans le dernier millésime du SCO, qui est un projet SCO qui ressemble beaucoup au nôtre, qui est porté par la GISDA, l'Agence spatiale Thaï. Donc, c'est sur aussi le suivi de l'état d'irrigation des rizières et les émissions de méthane, mais en Thaïlande. Alors, ce projet, il va être très complémentaire parce que on travaille aussi déjà sur la Thaïlande et sur la Thaïlande, on a à la fois des problématiques similaires, mais à la fois des pratiques culturelles assez différentes. On a des grandes régions rizicoles basées sur le rainfed, donc basées en fait sur les pluies, hein. On a des saisons beaucoup plus longues avec du riz de très grande qualité, enfin, des pratiques assez différentes du delta du Mékong, donc ça va être d'autant plus intéressant.
Bien sûr, dans le cadre de Mérimée, on profite de l'héritage du projet Vietsco qu'on a mené de 2020 à 2022 et dans le cadre duquel on avait développé les premiers algorithmes de détection du riz qu'on utilise aujourd'hui. On profite également de l'héritage du projet GEMS, qui était un projet AFD pour évaluer les impacts socio-économiques du changement climatique au Vietnam. Et on a aussi beaucoup profité du projet CH4Rise que j'ai évoqué au début de cette présentation, qui est un projet Géoglam, et grâce auquel on a eu des données à l'OSPALSAR précieuses en bondelle pour arriver à nos fins. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Stéphane pour cette belle présentation, pour aussi les liens, l'explicitation des liens avec tout l'écosystème SCO et même au-delà. On passe maintenant aux questions-réponses, donc n'hésitez pas, encore une fois, via le chat si vous préférez, ou à ouvrir vos micros, vos caméras aussi si vous le souhaitez, et prendre la parole. J'ai une question. Oui, Frédéric. Euh, donc, il y a cette plateforme qui s'appelle vietsco.org hein, qui est en ligne, hein, qui est maintenue, c'est fantastique. Tu as dit que tu mettais les résultats en ligne, que tu l'utilisais. Euh, Là, dans quel produit, enfin, est-ce que là, c'est mis à jour? Alors là, on parle. Pardon, t'as fini ta question, Frédéric? Oui, oui, oui. D'ailleurs, je mets la plateforme pour ceux qui souhaitent le. Oui. Ouais, merci beaucoup. Oui, je voulais voir si, enfin, quand est-ce que vous prévoyez de les mettre en ligne? Oui, alors il y a deux volets hein, pour la plateforme. Il y a le volet mise à jour des données qui étaient déjà disponibles. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait à la fin de l'année dernière. Donc je parle par exemple des cartes de riz, des cartes du nombre de saisons par an, par exemple, Le dont cropping, on c'est se ça. sert. Voilà, cropping intensity en anglais, dont on se sert d'ailleurs hein, pour les cartes d'irrigation des rizières, on en a besoin. Donc là, on est en train de les mettre à jour pour 2024. En fait, on est obligé d'attendre la fin de l'année. Donc 2024, effectivement, elle devrait déjà y être. Ça ne devrait pas tarder. Et on continuera ensuite à les mettre à jour. Et là, ce qu'on va mettre aussi d'ici la fin de l'année, et ce qui est vraiment le produit du projet Mérimée, ce sont les cartes d'état d'irrigation des rizières qui sont directement liées aux émissions de méthane associées. Je sais pas si c'est clair. Voilà. Et oui, petite question subsidiaire aussi, il y a d'autres produits hein, sur Vietsco, notamment le Flood Extent et le Flood Duration, qui sont calculés jusque 2020. Est-ce qu'il y a un intérêt à les mettre à jour? Est-ce que vous prévoyez de le faire? Alors, il y a toujours un intérêt. On n'a pas prévu de le faire là d'ici de la fin de l'année parce qu'on s'en sert pas directement dans le cadre de Vietsco. Pardon, dans le cadre de Mérimée, c'était plus à l'époque dans le cadre de Vietsco pour vraiment. Il y avait aussi un lien avec tout ce qui était catastrophes naturelles, inondations, etc. Dans le volet Vietaro. Voilà. Et effectivement, il y a d'autres données hein, comme qui sont d'ailleurs que j'aime beaucoup. Par exemple, les données, l'impact de la salinité, de l'intrusion saline dans le delta du Mékong sur la riziculture, avec des projections dans le futur. Ça, ces données-là, on nous en parle souvent. Il y a ça aussi, par exemple, sur la plateforme Viesco. Alors là, par contre, c'est pas quelque chose qui est mis à jour puisque c'est des prévisions pour le futur. Donc ça, c'est déjà un produit qui est final. Hum, hum. Voilà. D'accord. Pour votre information, la VAST nous a signé une lettre pour signer le SCO enfin. C'est que es connecté, et Linda également. Donc, on va organiser ça d'ici quelques temps, la signature de la VAST. Excellente nouvelle. Alors, on peut vaincre la timidité de la première question, puisque Frédéric, tu as brisé cette glace-là, donc allez-y pour les questions suivantes, n'hésitez pas. Bonjour à tous. Bonjour. Et on vous écoute. C'est Célie aux présentations. Moi, j'aurais une petite question. J'aurais souhaité savoir concernant. Donc, j'ai compris qu'il y avait
une utilisation qui était différente entre les utilisateurs du Delta et ceux qui seraient dans les communes ou dans les districts, et que ça pourrait donner lieu à l'utilisation d'un produit dédié. Mhm. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, alors il y a une différence entre le très grande échelle, dans le cadre duquel on peut, enfin, grâce auquel on peut estimer des statistiques aux échelles nationales, régionales, pouvoir suivre les avancées vraiment à grande échelle, au niveau du gouvernement, etc. Et effectivement, on peut aussi suivre à l'échelle du champ, hein, tout simplement pour vérifier si les pratiques AWD sont bien mises en œuvre. Donc là, c'est vraiment un gain de temps et aussi surtout un gain financier, hein, puisque c'est beaucoup moins cher de faire ça par satellite. Là, actuellement, il faut très régulièrement prendre des photos in situ, les envoyer, etc. avec des petits panneaux, c'est assez manuel. Voilà, donc effectivement, pour tout ce qui est problématique, par exemple crédit carbone, etc. D'ailleurs, la WD est reconnue, hein, par les standards comme Vera, comme Gold Standard, etc. On peut aussi utiliser à fine résolution, voilà, ces données satellites. Est-ce que c'est clair, Célie? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Une autre Je- question? Actuellement, allez-y. ou peut-être si tu ou Linda, vous voulez rajouter un commentaire au cas où, hein, vous êtes, Je vais me risquer une question de Serge Recul encore. Je pense qu'on l'on suit un peu plus que l'émission du méthane, et finalement, c'est un peu la culture du riz que l'on suit, non? Ou, alors, peut-être que ma question est un peu à côté parce que j'ai été coupé pendant la conférence, mais grosso modo, euh, le suivi de production du méthane, j'ai compris que ça se faisait aussi par l'utilisation de Sentinel-5. Est-ce qu'il est prévu d'un jour basculer sur d'autres données satellites pour suivre la production du méthane ou finalement est-ce qu'on ne suit pas que ça, mais plutôt aussi les pratiques de culture du riz? Alors, merci beaucoup pour cette question. En fait, c'est des discussions qu'on a régulièrement justement avec les entreprises qui suivent le méthane. Donc là, dans notre cas, on parle vraiment d'émissions diffuses, hein. On parle pas, on parle d'émissions, c'est assez fin. On parle pas de, par exemple, de fuite de méthane ou de détection de fuite, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, effectivement, on pourrait envisager l'utilisation d'autres données, mais pour l'instant, on le fait de façon indirecte, hein. Vous avez complètement raison. On suit l'état d'irrigation des rizières et on en estime c'est bien une estimation, hein, des émissions de méthane grâce à des données in situ d'émissions. Mais effectivement, c'est pas de la détection d'émissions de méthane. Voilà. Oui, c'est fait de façon indirecte finalement, avec Tout quand à même fait, des points de mesure avec votre petite borne là, qui permet de recoller à la réalité et d'étalonner probablement, quoi. tout à fait, tout à Ok, fait. Et c'est les méthodes qui sont employées actuellement, d'accord. et pas que par nous. Et si Ça je veut peux dire, rajouter un complément, les données Sentinel-5, elles sont, enfin, comment dire, c'est basé sur des capteurs optiques. Et le problème du Vietnam, c'est que ah c'est mais oui, une couverture nuageuse eh oui. importante. Donc, de toute façon, on aurait difficilement accès Hmm. à des concentrations de méthane à partir de Sentinel-5. Merci beaucoup pour Tout ces à fait, précisions. merci Nida. Merci pour les questions. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de passer à la dernière présentation? Moi, j'ai une petite question peut-être. Mais je Linda, pense que ça sera utile à préciser. Il y avait des chiffres d'émissions de méthane, de gigagrammes. Mhm. C'est pour quelle durée? C'est pour la saison, Et une saison, voilà, une saison, c'est typiquement c'est 3 mois. c'est ça, tout à fait. Voilà, Voilà, d'accord. Non, c'est pour c'était une pour saison. apporter cette précision. Ok, Ouais, super. on a des chiffres in situ par unité de surface et par unité de temps. Voilà, et donc on agrège par rapport aux surfaces qu'on a et par rapport à la saison. Merci Linda pour cette question. Ok, merci Stéphane. Mais on parle pas en tonnes. Là, On pourrait, vraiment, on pourrait. Ok. on pourrait tout à fait. mais il n'y aurait pas cette question si on parlait en tonnes, Frédéric. Tu poserais pas la question. Non, mais j'avais l'impression qu'on parlait plutôt en tonnes, mais c'est intéressant de parler en gigagrammes. Euh, Parfait. Merci beaucoup Stéphane pour la présentation, pour les réponses. Et donc,
Vous aurez un replay de cette présentation sur la chaîne YouTube du SCO et la vidéo également qui sera disponible si vous souhaitez la revisionner. Et c'était pareil pour le projet Sésame. Donc n'hésitez pas à aller les reconsulter et à les diffuser si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Merci à vous tous. Merci Stéphane.